dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, chaque deuxième vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour un décryptage des dernières tendances au sein de l'industrie ETF. C'est l'observatoire ETF de Yomoni dont nous fait profiter Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines en termes de flux, notamment provenant de l'industrie ETF. Mais un mot de votre actualité chez Yomoni. Vous êtes en train, d'approfondir votre accompagnement de vos clients en ce qui concerne le PEA, tout à fait. Olivier. De relancer vraiment l'offre PEA. Donc on a un PEA, ouais. ça fait déjà 6 ans chez Yomoni, qui a des bonnes performances, qui est sur la gestion indicielle, ouais. qui est basée sur les ETF évidemment, comme tout ce qu'on fait chez Yomoni globalement, et donc qui nous permet aussi sur le PEA d'être exposé dans le monde entier grâce aux ETF synthétiques. Donc ça c'est une force aussi des ETF. Et on se rend compte, donc on a fait une très très bonne performance, 17,7 l'année dernière, et globalement on est à 8,8 sur 5 ans en rendement annualisé, donc une performance qui est en ligne avec ce que font le marché globalement. Et on se rend compte en échangeant, en discutant que les banques font bien leur travail. Donc beaucoup de Français ont un PEA ouvert parce qu'il faut prendre date. Bien sûr. Donc qui ont date. Et on a un peu plus de 6 millions de PEA qui sont détenus aujourd'hui par les Français. Et combien dorment ? 22. Et beaucoup dorment. Et beaucoup dorment. Beaucoup de gens ont pris date en oubliant qu'ils avaient pris date, c'est ça ? Exactement. Et donc il y a le transfert PEA qui souvent fait peur, puisqu'on peut transférer son PEA et garder son antériorité fiscale, le transférer dans une autre banque. Et donc on a décidé, nous, d'accompagner peut-être mieux, de rassurer. Et ça veut dire quoi, accompagner mieux concrètement ? C'est d'aider à relancer, parce qu'il faut relancer sa banque initiale, parce qu'on demande de faire le transfert. Évidemment, le banquier est un peu moins pressé que lorsqu'il s'agit d'ouvrir un compte. Oui, c'est de bonne guerre. Et donc c'est d'aider, c'est de relancer. Et c'est vrai qu'on veut remettre en avant aussi la gestion pilotée, parce que nos amis de Boursorama ont publié un communiqué de presse début février qui rappelait toutes les performances à la fois en gestion pilotée chez eux. Donc on vous laissera regarder et comparer, mais et également, ce qui est plus intéressant, ça a toujours du mal à savoir, ce que font en moyenne les clients qui sont investisseurs actifs dans leur compte titre. Ouais. Et là, on voit qu'en termes de performance, il y a un écart. On est en moyenne sur l'année dernière à 4,72, 5,30. Donc ça, c'est le communiqué de Boursorama qui l'indique. Là où nous, on était à 17,7. Et voilà, on voit que les marchés actions avaient fortement monté l'année dernière. Et donc voilà, il y a aussi cette idée-là qu'on ouvre souvent son PEA en voulant être actif. Ensuite, soit on a moins le temps, soit on se fait peur. Oui, puis ça demande du temps si on veut le gérer par soi-même. Exactement. Et donc on a tendance à le laisser dormir. Donc nous, on a envie de dire réveillez-le, transférez-le, et on s'en occupera pour vous. Réveillez vos PEA. Venons-en à ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Effectivement, en termes de flux ETF, Olivier, ça a été un mois de collecte globale, à nouveau positive, dans la lignée de ce qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant. Exactement. Donc c'est un bon mois de février. On a 14,3 milliards de collecte nette sur les ETF en Europe. Donc c'est un bon mois. Si on ramène avec le mois de janvier, donc c'est un peu plus faible que janvier. Janvier, il y a toujours une saisonnalité relativement importante sur les flux. Les gens se repositionnent en début d'année. Donc on est sur les 2 mois, on est à 33 milliards de collecte nette. Donc c'est quand même un gros volume, et c'est 20% de plus que les 2 premiers mois de l'année dernière. Donc on voit que la tendance est toujours très très forte. Et donc on a un bon mois de février globalement sur des marchés qui ont été, c'est vrai, porteurs au niveau des actifs risqués. Avec une grande dominante action. Avec une grande dominante action. Alors ça, c'est la nouveauté. On revient un peu sur j'allais dire la normale. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas sur ce qu'on observait habituellement, même si 2023 était très marqué sur l'obligataire. Ouais. Donc sur Logique. Sur les différents flux entre les différentes classes d'actifs, on est à 13,4 milliards de collecte sur les actions. Donc ça, c'est très important. L'obligataire fait 2,3 milliards, c'est environ 20% uniquement. Donc là, on revient sur des choses un peu plus coutumières. Donc c'est la différence aussi par rapport à 2023. Et toujours sur les matières premières, une décollecte. 1,3 milliard de décollecte sur les matières premières. Et ça, c'est vraiment un flux qui est là depuis plusieurs mois. On voit globalement les matières premières, année après année aussi, sous le format ETF, continuent de décollecter globalement. Faudra peut-être qu'on en dise un mot. Est-ce que c'est un support qui est moins privilégié par les investisseurs pour s'exposer au thème matières premières ? Est-ce qu'il y a un truc lié à ça ? Certainement. Ouais. Et puis c'est vrai que globalement, les matières premières, il doit y avoir d'autres supports peut-être un peu plus actifs qui font plus de sens. Ce qu'on voit là, si on rentre dans le détail sur les matières premières, c'est que, je vous le dis à peu près tous les mois, mais c'est encore une fois les métaux précieux qui décollectent globalement, et encore une fois l'or. C'est ça qui est... On voit globalement la performance de l'or est plutôt robuste. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que tout. Il y a d'autres manières de jouer l'or, effectivement. Et globalement, les ETF, du coup, on le voit, ça fait plusieurs années, décollectent au niveau des matières premières. Voilà.
Bon, l'industrie a su... Ça connecte sur autre chose. Oui, j'allais dire, voilà, l'innovation de l'industrie ETF est allée bien au-delà des ETP. En plus, je crois que c'est sur les matières premières. C'est ça. Alors, bref. Sur la partie action, qu'est-ce qu'on peut dire quand on rentre un peu dans le détail des flux? Quels ont été les intérêts là, des investisseurs? Alors, on revoit des choses vraiment dans la lignée de ce qu'on a vu en 2023 et même en mois de janvier de cette année. C'est-à-dire que vraiment, les grosses capitalisations toujours sont très demandées, notamment le Japon aussi, et on voit pourquoi, on voit avec les très bonnes performances du marché japonais depuis plusieurs mois. La thème de croissance, évidemment, sur les valeurs américaines, toujours, continue de porter et d'attirer les investisseurs sur les ETF. La surprise, pas une surprise, mais la nouveauté, là aussi, on le voit lorsqu'on regarde les performances, c'est assez logique, c'est le retour sur les actions émergents. Les ETF actions émergents ont collecté. Ça faisait un certain temps qu'ils ne collectaient plus. Et vous avez plutôt une prudence. Là, on le voit, sur le mois de février, la performance était relativement bonne, surtout sur la partie asiatique. Donc, logiquement, j'ai envie de dire, les flux... Ça se traduit par des flux. Exactement. Sur la partie obligataire, quels sont les points spécifiques à avoir en tête dans la décomposition des flux là? Alors, sur les flux, là aussi, là, je suis un peu plus surpris parce que le thème a un peu changé. On s'y rend à décaler quand même globalement les perceptions aussi de banque centrale, ce qui ne s'est pas apporté sur le marché action, mais on a vu les taux qui ont globalement un petit peu remonté sur le marché obligataire. Et là, on est sur les mêmes thèmes que précédemment, qu'au mois de janvier. Donc, il y a peu de changements. On est toujours sur des obligations qui sont plutôt longues et plutôt globales. Il y a toujours les obligations à échéance, les high bonds qui ont été lancés l'année dernière, qui continuent de bien collecter. On est sur du très court, spécifiquement sur le très court en dollars, pour bénéficier des taux qui sont relativement importants et sans vouloir prendre trop de risques au niveau de la duration. Donc vraiment une collecte là-dessus. Et un retour aussi des obligations souveraines européennes, avec certainement lié aussi à l'appréciation de certains qui commencent à penser que potentiellement Christine Lagarde pourrait baisser les taux avant la fête, ça viendra. C'est ce qu'on disait dans l'émission tout à l'heure. De toute façon, les réunions du mois de juin, c'est le 6 juin pour la BCE et je crois la semaine suivante pour la Fed. Donc, si les deux baissent au mois de juin, techniquement, la BCE aura baissé avant la Fed et ce sera fait. Qu'est-ce qu'on peut dire des émetteurs, si j'avance un petit peu sur le mois de février? Est-ce que il y a des surprises. Il y a des surprises. Mais oui. Alors, quelles sont les surprises du mois, du coup, Olivier? Alors, il y a des surprises. BlackRock. Donc, on regarde si on se concentre vraiment sur les 10 plus gros émetteurs d'ETF. BlackRock est que 7e en termes de collecte sur le mois de février. Donc ça, c'est une vraie surprise. En premier, DWS, la filiale de Deutsche Bank, suivi par UBS, Amundi, qui tient un rang relativement cohérent. Alors, ils sont deuxième au niveau assets gérés sur les ETF, mais ils restent relativement conciliants et relativement conformes à ce qu'on attend d'eux. C'est vraiment BlackRock un petit peu qui surprend. UBS fait un très bon mois de février et arrive à progresser en termes de classement. Si on regarde sur le flux depuis le début de l'année, par contre, là, on reste, le mois dernier, on était vraiment en ligne par rapport à la taille, globalement, les parts de marché, globalement. On avait vraiment BlackRock premier, Amundi deuxième, Deutsche Bank troisième. Là, il n'y a pas de changement en termes de parts de marché. Voilà, c'est cohérent. Et en termes d'encours et en termes de parts de marché, ça reste vraiment toujours... tout le monde est bien aligné par rapport aux classes habituelles. Il faut vraiment descendre très très bas pour arriver à avoir une observation, à avoir une différence. Il faut aller au 17e rang pour arriver à avoir Van Eck qui dépasse Ociam, mais c'est faut. Oui, je comprends. Ça, ce premier bouge pas en fait. Ça reste vraiment. C'est un classement assez figé de ce point de vue-là en termes de part de marché ou d'encours sous gestion. Bon, on gardera en tête que février a vu BlackRock à la 7e place sur les 10 premières. Effectivement. Ça n'arrive pas très très souvent. On gardera en tête ce mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des nouveaux produits, là aussi Olivier, pour avancer? Vous dites que le mois de février a été assez faible en termes de lancement. En termes de lancement, oui, on a eu 4 lancements. Il y a eu de l'activité, puisque Amundi a continué à transformer un peu sa gamme, à changer de domiciliation. Donc là, il y a quand même 12 modifications sur le mois de février. Donc ça, c'est relativement important. Mais par contre, en termes de nouveaux produits, on n'en a eu que 4. 3 actions et 1 obligataire. Si on veut en souligner un sur le côté action, il y a celui d'iShares qui est assez intéressant sur la thématique vraiment clé, certainement de l'aérospatiale et de la défense. Donc c'est vraiment une thématique actuelle. Bien sûr. Et sur le côté obligataire, c'est
Goldman Sachs, qui a sorti un ETF sur les Greens Bonds au niveau mondial, donc avec un prisme ESG. Et donc voilà, mais une activité relativement pauvre sur le mois de février en termes de nouveaux produits. Mais quand même une actualité technique importante, puisque alors moi j'ai découvert que les ETF actifs ne pouvaient pas être cotés sur la place parisienne, spécifiquement, mais que le sujet a été réglé cette semaine. C'est ça, Olivier? Le 27 février, même, si on veut être la semaine dernière, alors. D'accord. Avec un décret, un décret qui autorise aujourd'hui en fait d'avoir aussi des ETF actifs. Donc qui reproduisent des stratégies actives, de gestion active. Alors, en fait, un ETF, c'est un fonds, ça c'est vraiment la chose de base. Et en fait, on pourrait imaginer que n'importe quel fonds soit ETFisé. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir ensuite une liquidité, et donc il faut avoir un animateur de marché qui, lui, ne veut pas prendre de risque de marché et qui donc a tendance à se couvrir, évidemment, sur les positions qu'il détient. C'est facile sur de l'indice, c'est beaucoup plus compliqué sur de la gestion vraiment très active. Et donc, il voudrait, une fois qu'il est vraiment, le détail vraiment du portefeuille est mis à jour très régulièrement, et on aurait un écartement, évidemment, entre les prix d'achat et les prix de vente qui serait important. Mais techniquement, rien n'interdirait d'avoir n'importe quel ETF, même le plus actif, n'importe quel fonds, même le plus actif qui serait sous forme d'ETF, même si évidemment tout ce qui est indiciel se prête beaucoup mieux, notamment pour tout ce qui est liquide. Ça représente quoi aujourd'hui ces ETF actifs? Alors c'est très petit en Europe en termes d'encours, on est à un peu plus de 2%, donc c'est vraiment très très faible. En termes de volume, c'est un peu plus élevé. Autour de 6%. À voir de la manière dont ça va être fait. Nous, on n'utilise vraiment que les ETF indiciels. On est très prudent. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur le côté ESG, certainement sur le côté actif et notamment sur le fait de pouvoir changer. Si jamais un émetteur ou une action ne rentre pas ou ne donne pas des signes au niveau de l'engagement ou du respect des règles, là, il y a certainement des choses à regarder. Après, il faut voir aussi si c'est pas un effet de mode, une manière pour la gestion active aussi d'essayer de revenir dans le discours ETF. Il faut faire attention aux frais, il faut faire attention à la liquidité. Donc, on l'a déjà signalé, il y a eu des tentatives, JP, je crois, en fait, etc. Voilà, AXA peut-être aussi. AXA est revenu exactement par ce prisme-là, et vraiment sur l'ESG. Donc, à voir. Il y a des tentatives régulièrement. Aux États-Unis aussi, ça existe, c'est un peu plus important. C'est pas non plus le plus important en termes ETF. Pour conclure, comment est-ce que vous abordez en termes de positionnement pour le compte des mandats de vos clients ce mois de mars, Olivier? Alors on reste surexposé actions. On continue de penser que les banques centrales ont de toute façon tout ce qu'il faut et que le schéma est vraiment porteur. On a été très surpris aussi quand on a vu la différence en fait d'appréciation sur l'appréciation de la politique monétaire, et en fait le marché actions a très bien supporté ce qui aurait pu provoquer les dégâts. Donc on voit que vraiment tout est résilient. On avait une surpondération sur les actions américaines qu'on a coupées, qu'on a arrêtées, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très vu dans le marché. Et donc il y a un risque potentiellement de retournement, et on se dit que potentiellement l'économie américaine pourrait ralentir peut-être un peu plus vite que prévu. C'est aussi peut-être pour ça que la Fed ne parle pas d'augmenter ses taux. Et on regarde par contre les valeurs technologiques, parce qu'on continue de penser qu'elles ne sont pas particulièrement chères, et on a introduit un pari sur la santé, toujours sur le thème de l'IA, en fait, qui, d'après nous, devrait arriver à se disséminer relativement vite aussi, à montrer des choses très intéressantes sur le thème de la santé. Donc on a diversifié un peu ces allocations-là sur des paris un peu plus défensifs. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès, directeur des investissements d'Iomoni, qui était l'invité de Smart Bourse ce soir.